Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, partout où vous avez l'occasion de suivre cette émission, nous vous saluons. Nous sommes venus dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes venus rencontrer un homme spirituel, un homme qui, en tout cas, a la maîtrise de la spiritualité. Et nous allons vous le présenter. Ce n'est pas pour la première fois pour nous de les recevoir. Voilà, il est juste à côté de nous. Vous les connaissez, c'est Koko Bayou Timvwezolo. Salut. Salut, Mbouta André Matombe. Voilà, il est africaniste, écrivain, chercheur et conférencier. Avec lui, nous allons aborder des sujets, les conséquences de l'influence occidentale sur les valeurs africaines. Et ensuite, nous allons parler sur son livre. Ça, c'est la 5e publication, le 5e livre qu'il a écrit. La 6e publication. La 6e publication, voilà. Les origines bantoues des langues occidentales. Tout Africain doit lire ces livres. Chers téléspectateurs, soyez très attentifs. Comme vous le savez, à chaque fois que nous les recevons, nous avons en tout cas de très très bonnes réactions. Voilà. Alors, comment ça vous fait? Nous quittant la ville portuaire de Matadi, nous sommes venus vous rencontrer pour parler de la spiritualité dans la ville de Kinshasa. C'est un grand plaisir, premièrement, de vous revoir et de voir à quel point les enseignements que nous véhiculons rencontrent l'assentiment de plus d'une personne, afin que vous puissiez vous déplacer, quitter la ville de Matadi pour la ville de Kinshasa, pour que non seulement nous puissions nous revoir, mais passer une émission qui sera suivie. Voilà, une émission qui sera suivie. Nous avons dit, le premier sujet, les conséquences de l'influence occidentale sur les valeurs africaines. Alors, quand vous essayez de voir l'Afrique actuellement, l'Afrique a tendance de copier ce qui se passe en Occident. Pourtant, vous allez me dire qu'il y a des conséquences. Et qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette influence occidentale? Bouta, sondons André Matombe, chaque peuple a ce qu'on appelle un paradigme de vie. Alors, dans le paradigme de vie, il y a la langue, la culture, la gastronomie, vos us et coutumes, la religion. Tout ce que je viens de citer constitue ce qu'on appelle un paradigme de vie d'un peuple. Et lorsqu'il s'est fait qu'un peuple commence à vivre dans un paradigme de vie qui n'est pas leur, ce peuple n'est plus libre, ce peuple est colonisé. Alors, point n'est besoin de vous rappeler qu'à une certaine période de l'histoire, l'Afrique a été colonisée, d'abord esclavagisée par les Occidentaux, puis colonisée. Et au cours de tous ces processus, il y a eu ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Et le lavage de cerveau est passé par l'aliénation culturelle, l'aliénation mentale de l'Africain, qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'Africain vit au travers le paradigme de vie d'un autre peuple qu'aujourd'hui on peut appeler l'Occident. Alors, c'est le plus grand malheur, je peux dire, de l'Afrique aujourd'hui, parce que nous sommes perdus. Et les conséquences sont visibles. Aujourd'hui, l'Afrique se voit obligée d'adopter ce qu'on appelle l'homosexualité. Ce sont les conséquences de l'esclavage et de la colonisation. Parce que, rendez-vous compte, jusqu'à présent, il est vrai que certains disent que nous sommes indépendants, qu'après la colonisation et l'esclavage, les Européens sont rentrés et nous ont légué l'indépendance. D'abord, faut-il rappeler qu'une indépendance ne se lègue pas, c'est mérite au travers de la force, de la guerre. Mais il se fait que nous, on nous a donné l'indépendance, et après que les Africains aient recouvré leur indépendance, ils se disent libres. Mais on constate que les Africains n'arrivent pas à aller de l'avant. Alors, moi, dans mon analyse, j'ai donc compris que nous ne sommes pas libres. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre. L'Africain n'est pas libre. Pourquoi? Parce que les gens considèrent seulement la période esclavagiste et coloniale, mais les gens ne voient pas quelles ont été les conséquences que vous avez évoquées dans la vie de l'Africain jusqu'à aujourd'hui. L'Africain continue à vivre les conséquences de l'esclavage jusqu'à nos jours.
entre autres l'aliénation culturelle, ce qui fait en sorte qu'ils puissent singer, suivre tout ce qui se passe dans l'Occident. Et il n'y a pas eu de réparation. Voilà, il y a toute une influence, mais vous allez me dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité, tout a commencé en Afrique, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui l'Occident soit toujours au-dessus de l'Afrique et que les Africains souffrent, les Africains sont perdus, les Africains sont de malheureux? C'est quoi au juste? Vous avez dit que c'est vrai, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les Européens soient toujours? Oui. Quand vous dites toujours, j'ai peu piqué dans ces langages le fait que, apparemment, c'est toujours l'Occident ou les Occidentaux qui ont toujours eu à dominer le monde. Pourtant, loin s'en faut. Puisque il y a, avant l'an 0, il y a eu ce qu'on appelait la civilisation égyptienne, qui a dominé le monde pendant des millénaires. Et ces Égyptiens étaient des Noirs, confèrent les grands travaux du professeur Tchekanta Diop, Nation, agriculture, civilisation, barbarie, et j'en passe. Alors, ce savant africain a prouvé que la civilisation égyptienne était nègre. C'est cette civilisation de laquelle tiennent tous les peuples aujourd'hui qui embrassent nouvellement la civilisation. Entre autres, d'abord la Grèce et Rome, qui se sont inspirés de nos ancêtres égyptiens. Il faut le dire, là c'est l'histoire. On ne peut pas arriver aujourd'hui dans l'Afrique moderne, l'Afrique post-coloniale, sans nous d'abord évoquer l'Égypte antique. Alors, une fois que les gens comprennent, une fois que les gens connaissent déjà que l'Égypte était noire, c'est là que nous pouvons maintenant parler de comment est-ce que les Africains aujourd'hui n'arrivent pas à remonter la pente. C'est parce qu'ils ont été esclavagisés, colonisés. Et je disais ça tantôt, nous n'avons pas eu de réparation. Nous avions, nous, Africains, un projet civilisationnel. C'est quoi un projet civilisationnel? Un projet civilisationnel, c'est un projet qu'un peuple s'est assigné à respecter ou à suivre, devenir un grand peuple dans les années à venir. Mais lorsque l'Afrique avait son projet civilisationnel, il s'est fait qu'au XVe siècle, un certain Diego Cao est venu avec toute une délégation mentant. Le prétexte fallacieux était que nous étions venus pour les épices, en manquant, parce que nous en manquons chez nous. Pourtant c'est faux. C'est tout un saut qui s'en était suivi, et voilà que les Africains ont été esclavagisés et colonisés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réparation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la connotation de cette réparation. Oui. La réparation, elle est mentale. C'est vrai que vous êtes partis, mais nous, dans le mental, nous restons colonisés, puisque les présidents africains, quand il y a un problème, ils se réfèrent toujours en Occident. Vrai ou faux? C'est ça. Quand il y a une conférence, quand il y a un problème africain, quand il y a une dette, par exemple, les pays n'arrivent pas à aller de l'avant, il faut que la Banque mondiale puisse contribuer, il faut que FMI, il faut qu'il y ait des aides financières. Mais l'Afrique ne peut pas être libre. La liberté, est-ce que vous savez que les chaînes mentales sont plus grandes que les chaînes physiques? Mais la technologie aujourd'hui, quand nous regardons en Occident, nous sentons réellement que les Africains n'ont pas aujourd'hui, peut-être vous allez me parler de l'Égypte antique, mais aujourd'hui nous sommes à la traîne. Nous utilisons les avions, nous utilisons beaucoup de choses qui sont fabriquées par les Occidentaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Premièrement, il faudra d'abord dire que tout ce savoir-là émane de l'Afrique, émane de nos ancêtres africains. Ah Donc, bon? oui, pour qu'aujourd'hui les Européens puissent bâtir une civilisation que vous admirez tant, il faut savoir que l'origine de cette civilisation est doublement africaine. Premièrement, africaine au niveau de la Grèce et de Rome, qui ont eu pour modèle civilisationnel l'Égypte afin de créer leur civilisation. Deuxièmement, en parlant aujourd'hui de l'époque des Lumières, qu'on a appelé les savants des Lumières, qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, qui ont structuré l'Europe. Et leur savoir vient des Sarrasins, qui sont des Noirs. Des Sarrasins, des morts, qui ont développé la science de laquelle a tenu l'Europe d'aujourd'hui. Et il faut lire l'histoire pour en savoir. Alors, s'il faut maintenant rencontrer votre deuxième préoccupation, qui est qu'est-ce qui fait en sorte que l'Africain aujourd'hui n'arrive pas à s'adapter? Mais ça rentre encore de la réparation mentale. Vous savez, je vais vous donner une anecdote qui va bien vous expliquer l'état dans lequel, ou le sens dans lequel j'aborde ces problèmes. C'est quoi? Mbouta André Matombe est né dans une famille où, malheureusement, son père, c'est une illustration, son père battait sa mère. Alors, Mbouta Matombe de 0 à 20 ans a eu à voir
à vivre cet état des choses. Il n'est pas libre, il n'a rien à dire, il est dans le ménage de son père. À 22 ans, Boutama Tombe prend l'initiative de quitter la maison de son père et d'aller vivre chez lui, responsable, devenir responsable. Il se fait qu'à 25 ans, il se marie. Mais le constat est que Boutama Tombe, au lieu de changer, au lieu de, voilà, de garder ses valeurs, a aussi des violences, connaît dans son ménage des violences conjugales. Est-ce que vous comprenez? Il est libre. Pourquoi est-ce que lui ne peut pas faire autrement? Mais il tient de ses parents. Parce qu'en fait, sa programmation a été telle. Sa programmation tient de ce qu'a fait son père ou ses pères et mères. C'est aujourd'hui l'Africain qui est un enfant, qui doit être allaité chaque fois par l'Occident et qui ne peut pas faire autre chose que de suivre son bourreau, qui est l'Occident. Maintenant, pour quitter cette aliénation, il faut qu'il puisse quitter le paradigme de vie. C'est pourquoi à l'introduction, nous avons parlé du paradigme qui est important. Le paradigme de vie, le simple fait qu'on vous appelle André, c'est déjà l'aliénation. On n'a pas besoin de vous ménoter pour que vous soyez esclave. L'esclavage commence par le port du nom. Vous êtes aussi Enoch. Je ne suis pas Enoch puisque je l'ai déjà évincé. Vous verrez dans mon livre, c'est écrit Bayou Wadim Vuezolo. Et il y a même un nom que j'ai eu à rajouter après un rite africain que je me suis fait. Le nom Kwatou Lendo, le tout-puissant. Bayou Wadim Vuezolo Kwatou Lendo. Le nom a un sens. Vous prenez le nom de Dieu, de l'être suprême. L'être suprême. C'est l'être suprême, le créateur, non? Vous l'êtes. L'être suprême dont vous parlez, vous l'êtes. Vous avez une infime partie de l'être suprême en vous. Alors je ne vois pas en quoi est-ce que c'est dérangeant de pouvoir s'attribuer ces noms, une chose que vous êtes déjà, une identité que vous êtes le créateur tel que vous êtes là. Ah bon? Vous avez une fille, vous avez programmé toute sa vie, vous êtes à l'origine de son existence, mais vous avez ce qu'on appelle, comment dire, co-créer, vous êtes co-créateur. C'est un terme juste pour rendre un peu, pour minimiser la grandeur que l'homme a. Vous ne vous connaissez pas. Le jour où l'homme connaîtra l'homme, il mourra. Voilà, les Africains ont des valeurs. Ça, nous les connaissons. En tout cas, même les Européens eux-mêmes le savent, les Occidentaux d'une manière générale. Alors, vous avez fait allusion à l'homosexualité, par exemple. Cette pratique qui prend de l'ampleur. Nous savons tous, nous venons de suivre aussi, en Ouganda, comment ils ont voté une loi contre l'homosexualité. Mais il y a eu des réactions. Les États-Unis ont réagi. Nous n'avons pu envoyer de l'aide. Il y a eu la Banque mondiale aussi. Et ces gens-là ont dit pas question. Et le président de l'Ouganda a dit il ne va pas reculer. Ils soutiennent, ils sont contre. Ils ont voté cette loi et ils vont la soutenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a de cela un siècle, moins d'un siècle, nous avons connu, nous avons connu la guerre mondiale, la première. Plusieurs années après, en 40-45, nous avons connu la deuxième. Et cette guerre, cette situation belliqueuse était avec des armes. On a utilisé des armes pour tuer. Mais il s'est fait que Boutama Tombe, plusieurs années après, vers les années 2000, la guerre n'est plus avec des armes. La guerre est maintenant médiatique. La guerre est devenue médiatique. C'est-à-dire, c'est lui qui gagne la guerre, n'est pas la personne ou le peuple qui a le plus des armes, même si on ne les évince pas, on les garde, mais c'est maintenant le peuple qui a les médias partout dans le monde. Parce qu'en fait, les médias conduisent la personne humaine. Donc, ce que l'homme va suivre, c'est ce qui va constituer son essence. Alors, quand vous avez des médias implantés partout, c'est les informations que vous allez véhiculer qui constitueront même le fondement de la pensée de l'homme. Alors, c'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse tuer, tuer Saddam Hussein, qui visiblement n'était pas un méchant comme les États-Unis le prouvaient par les médias. Mais comme ce sont les médias qui ont colporté cette information, tout le monde a cru en ça et on a assassiné Saddam Hussein. C'est comme ça qu'on a eu à diaboliser Kadhafi. Mais que par après, les Libyens sont comment dire, quel terme je peux utiliser? Sont malheureux.
très malheureux alors. Ils se sont fait berner et ils se sont rendus compte de cela plusieurs années plus tard. C'est l'influence médiatique. J'en ai pas fini. Le troisième aujourd'hui, maintenant le troisième moyen de se battre n'est plus au niveau des médias, de la culture. La guerre est culturelle. Il y a eu d'abord la guerre avec les armes, la guerre médiatique, qui ne finit pas, jusqu'à présent il y a la guerre médiatique, mais on a ajouté une connotation particulière et pertinente, c'est la guerre culturelle. C'est-à-dire, l'Occident veut que sa culture devienne une culture universelle. Pourtant, de tout temps, il n'y a jamais eu une culture universelle. La culture est le propre d'un peuple. Vous voyez un peu. Et quand l'Occident veut asseoir sa culture dans le monde entier, c'est la meilleure manière d'étendre sa domination, d'étendre son hégémonie dans le monde, sans que personne ne dise mot. Parce qu'en fait, tel que vous êtes là, vous êtes tellement habitué à votre prénom, je reviens encore, André, que vous ne pouvez pas l'évincer. Ça vous plaît même, pourtant, c'est le signe de l'aliénation. Mais vous ne pouvez pas enlever ça parce que vous vous réjouissez d'avoir ce nom. Et c'est le moyen par lequel l'Occident passe. Vous donnez un prénom. Vous parlez à la population ou bien vous parlez à André qui a... Je parle à la population au moyen de André qui est à mes côtés. Qui a hérité ces noms de ses parents. Ah mais oui, parce que ses parents ont aussi malheureusement été aliénés. Maintenant, au niveau de Mbouta, André Matombe, l'initiative doit être prise pour que les enfants ne soient pas aliénés. Il faut que cette information vous parvienne afin de sauver vos enfants. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question, bien que vous avez répondu d'une autre manière, mais l'Ouganda a dit niet à l'homosexualité. J'en arrivais. J'arrivais là, je disais, la guerre venait d'être avec les armes, la guerre est devenue avec les médias, mais nous sommes dans la guerre des cultures. C'est-à-dire quoi? Je dis que l'Occident veut faire la promotion de sa culture au travers du monde. Et la culture occidentale, malheureusement, émane des cultures gréco-romaines. Et je vous informe, Mbouta Matombe, que les Grecs étaient homosexuels. Il y a des artefacts, il y a des dessins qui, en Grèce antique, esquissaient Zeus en train d'avoir des ébats avec des petits garçons. Zeus qui est un homme avec des petits garçons. Cette illustration-là est une manière d'informer, de faire savoir à la population que oui, l'homosexualité était le propre de la culture gréco-romaine. Alors, cette culture qui jusqu'aujourd'hui existe en Occident, on veut la faire devenir universelle. Et en la faisant devenir universelle, on tue le propre de Mbouta Matombe. Vous qui ne pouvez pas accepter l'homosexualité dans votre culture, on veut vous imposer cette culture, puisqu'on vous a déjà imposé le nom. À part le nom, on vous a déjà imposé la religion. Vous n'êtes pas propre. Donc, tel que vous êtes là, vous pensez Dieu en blanc. Vous n'allez pas me dire le contraire. À chaque fois qu'on représente Dieu dans la société, Dieu est peint en blanc. Même dans votre tête, quand on dit Dieu le Père, vous le voyez en blanc. Tellement que il est noir, hein? Non, je ne dis pas qu'il est noir, je dis que vous le voyez en blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le fruit de la domination culturelle. On vous a fait entrer, vous noirs, que Dieu est blanc. Alors à chaque fois que vous voyez un blanc, vous dites voilà la race pure, la race des dieux. Pourtant, si le premier homme a été noir et que l'homme est à l'image des dieux selon la Bible, le Dieu doit être noir. Affirmez-le, Dieu doit être noir. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a un problème. Oui, oui. Nos ancêtres croyaient à la polygamie, nos ancêtres avaient plusieurs femmes, mais cette culture, actuellement, au niveau de l'Occident, en tout cas, ça ne passe pas. Mais ils sont prêts à soutenir l'homosexualité et les autres pratiques inhumaines. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais c'est un combat de culture, c'est un combat d'idées, puisque en Afrique, nous acceptons la polygamie. Et il y a des raisons, des arguments que je peux avancer. Oh. Que je les avance? Allez-y. Dans le monde, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. C'est une information en rappel, parce que je pense que vous le savez. Il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Mbouta Matombe, si chaque homme devait avoir une seule femme, le 2/3 des femmes feront quoi? Alors là, nous serions en train de promouvoir la prostitution. Et pour, comment dire, rabaisser ou baisser le taux de la prostitution, il faut qu'un homme soit capable, encore faut-il qu'il soit riche, qu'il puisse bien gérer chacune de ses femmes de la même manière. Il peut avoir 3 femmes.
ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème puisque c'est un problème sociétal qui nous est arrivé, qui arrivait dans la société précoloniale, les femmes qui n'avaient pas des hommes. Alors il fallait qu'un homme puisse avoir 3 femmes pour structurer la société. C'est une des solutions sociétales. Et aujourd'hui même, vous avez certainement... Cette façon de faire n'est pas du tout acceptée sous d'autres cieux, en Occident et partout. Comment est-ce que l'homme blanc... Même les gens qui sont chrétiens, qui ne croient pas à ça. Comment est-ce que l'homme blanc a pu vous convaincre que l'homosexualité était un droit de l'homme et que la polygamie est mauvaise? Non. Soyons sérieux. L'homme blanc veut vous faire persuader que l'homosexualité est un droit de l'homme, mais que la polygamie est mauvaise, illégale, contre la loi divine, prétendue divine. Mais réfléchissons. Je crois que vous allez vous marier à autant de femmes. Hein? Non. Avancer de tels arguments ne veut pas dire que j'aurai beaucoup de femmes, parce que c'est un problème de société qu'on doit résoudre, et je donne des arguments assez pertinents. Voilà, mais je ne dis pas que j'aurai beaucoup de femmes. Et nos ancêtres avaient-ils quand même l'occasion de bien gérer leur foyer, quand bien même ils avaient plusieurs femmes, mariées à plusieurs femmes? Vous savez, nous avons 2 mondes différents dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire l'Occident avait un système de vie et l'Afrique avait un système de vie tout à fait différent de l'Occident. Quand en Afrique, un homme a 3 femmes, c'est-à-dire cet homme est riche, surtout dans la culture Luba, lorsqu'un homme a 3, 4, 5 femmes, cet homme est riche, puisque ce sont ces femmes qui constituent son pilier, qui constituent le fondement, parce que ce sont les femmes qui vont aller trouver de l'argent. Chacune d'entre elles vont faire des commerces, certains vont dans les champs, donc toutes les femmes ont des champs. Et c'est l'homme qui est comme les rois, à qui on va apporter toutes les récoltes. Est-ce que vous voyez un peu la différence qu'il y a maintenant en Occident, où quand un homme occidental a plusieurs femmes, ce n'est pas la même réalité qu'en Afrique? Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous allons terminer de super ces sujets. Mais quelles sont les conséquences qu'on peut, nous les Africains, avoir lorsque nous nous référons toujours à l'Occident, jusqu'à perdre même nos valeurs? Les conséquences? La conséquence, c'est que jusque-là, l'Afrique a difficile de quitter le paradigme de vie occidental. Et que faire alors? Que faire? C'est regagner. C'est regagner notre culture, notre authenticité qui a été naguère diabolisée. Lors de la colonisation, on vous a appris que les us et coutumes africains étaient diaboliques, que les rituels africains étaient diaboliques, c'est le diable qui agissait, et que Dieu n'agirait que par la culture occidentale. Mais je vous rappelle que lors de l'intronisation du roi d'Angleterre après la mort de la reine Elisabeth, on a égorgé une chèvre blanche. Si c'était en Afrique, ça aurait été diabolique. Voilà, on a sacrifié une chèvre pour le diable. Mais quand c'est en Angleterre, j'ai vu des commentaires des Africains disant que waouh, la chèvre blanche. Vous voyez voilà l'aliénation culturelle. Quand il s'agit du blanc, c'est divin. Quand il s'agit du diable, quand il s'agit du noir, c'est diabolique. Et nous devons nous remettre en cause. Nous devons réfléchir. Ce que je suis en train de vous dire sur le prénom, vous semblez minimiser ça. Pourtant c'est pertinent, puisque vous ne verrez jamais, jamais au beau grand jamais, un Chinois s'appelait Matombe. Le jour où vous allez trouver un Chinois s'appeler Matombe, appelez-moi. Nous allons marcher. Voilà, je rappelle aussi à nos téléspectateurs, Coco, comme ça on l'appelle ces jours, Bayou Adibwezolo, et les fils biologiques à Maître Mvwezolo, Mbumba Diwayua, que nous saluons, qui avait toujours été notre invité dans cette émission, sondant les écritures, les origines bantoues des langues occidentales. Un ouvrage de 323 pages. Hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez le temps d'écrire tout ça? Quel est votre secret en écrivant, parce que c'est votre 6e publication? C'est la passion, c'est tout simplement la passion comme la vôtre qui vous anime pour faire le journalisme. Chacun a son don de soi, chacun a un don de soi, et en tout cas moi c'est l'écriture qui est mienne. J'ai débuté, comment dire, l'art sculptural depuis que j'ai 14 ans. Et là vous le savez très bien, j'avais écrit à l'époque Sur le chemin de la vengeance. Et tout avait commencé à cette époque-là. Aujourd'hui, je continue avec une œuvre scientifique parce que j'avais déjà, j'entre directement, j'avais débuté, j'avais développé une certaine pensée qui m'avait été transmise par le paternel qui disait
à longueur de journée que voilà, les langues africaines sont celles qui ont donné naissance aux langues des Blancs. Ça, c'est ton père qui était... Exactement. Il le disait superficiellement. Voilà, il avait des mots, il faisait un peu, comment dire, ce qu'on appelle un rapprochement, mais ce n'était pas si pertinent, si profond. Mais il le disait quand même, parce qu'il avait un fondement, c'est l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors même les langues du monde doivent émaner de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas seulement le berceau, là où on a découvert le plus ancien os, non. C'est que les premières personnes s'y sont développées, les premières sciences s'y sont développées. Voilà, alors, ce qui m'a poussé à... Pourquoi les origines bantoues des langues occidentales? Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler d'une manière générale de ces thèmes que vous avez choisis pour donner un sens à votre livre? C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est seulement pas l'Australopithèque ou les premiers ossements qui doivent ou qui peuvent avoir été découverts en Afrique, mais la science, l'astrologie, l'astronomie, tout ce qu'on connaît, les mathématiques, la source de tout cela doit être découverte en Afrique. Et d'ailleurs, je vous rappelle l'os d'Ishango qui a, je crois, si j'ai bonne souvenance, 20 000 ans, qui a été daté de 20 000 ans d'existence. L'os d'Ishango, c'est la première source mathématique que nous avons dans le monde. L'os d'Ishango, c'est un os où des mammifères amincis, où il y a des premières preuves de mathématiques. C'est-à-dire que les premiers mathématiciens ont des Africains. Vous voyez un peu. Alors sur base de tout ça, moi maintenant j'ai apporté une nouvelle approche. L'approche c'est quoi? C'est que les langues que nous utilisons aujourd'hui, les Français par exemple a un fondement africain. À chaque fois que nous parlons le français, nous voilà la langue des Blancs. Pourtant cette langue des Blancs a un fondement africain. Voilà, vous allez nous les prouver par des exemples, mais je dois quand même dire à nos téléspectateurs, ce livre qui a 323 pages a 5 chapitres. Le premier, le Kikongo, langue millénaire, le peuple Congo, peuple millénaire. Chapitre 2, l'apport des langues bantoues dans le latin. Chapitre 3, l'apport des langues bantoues dans l'hébreu. Chapitre 4, l'apport des langues bantoues dans le grec et le reste des langues. Enfin, le chapitre 5, quelques approches historiques. Alors, il y a une influence, sinon aujourd'hui, parce qu'ils sont naturellement les langues occidentales, disons-les, qui sont le plus parlées. S'il faudrait faire un parallélisme avec les langues africaines, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, premièrement, la langue la plus parlée au monde, c'est le mandarin. C'est la langue chinoise. Sur base de cela, je ne pense pas que... La Chine, ce n'est pas l'Afrique. Mais c'est pourquoi je dis que quand vous aviez dit que les langues les plus parlées au monde, c'est les langues occidentales, mais ce n'est pas vrai puisque comment dire, le mandarin est une langue orientale. Donc voilà, ils viennent en second lieu. Après vient, je crois, il y a l'hindi, il y a l'anglais après. Donc c'est vrai que l'Afrique, le swahili qui est parlé, la première langue parlée en Afrique, c'est le swahili. Et ce qui fait juste que cette langue-là ne soit pas connue de par le monde, c'est parce que l'Afrique ne colonise pas, ou l'Afrique ne passe pas sa culture. Mais il ne faut pas ignorer le lingala, qui commence à avoir une très grande proportion dans le monde, avec les chansons. Il ne faut pas ignorer les grands artistes congolais qui ont chanté partout dans le monde et dont la langue est restée dans les pays européens. J'ai cité Luambo Makiadi, Tabouley. Ces gens-là ont vraiment porté le drapeau congolais au travers de la langue lingala partout dans le monde. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs, vous qui nous avez pris en chemin, nous recevons dans cette émission spéciale Sondons les Écritures dans la ville de Kinshasa, Koko Bayua dit Mvwezolo africaniste, écrivain, chercheur et conférencier. Alors, nos langues africaines, c'est vrai, aujourd'hui, les Africains ont du mal parfois à les parler. Les Africains veulent parler plus les langues étrangères. Il y a un complexe que nous remarquons chez nous les Africains. C'est aussi une influence occidentale?
ça nous ramène encore à ce qu'on appelle le paradigme de vie. Puisque vous avez été colonisé, la langue qui vous a été apprise, c'est le français. À l'école, j'ai été chicoté pour parler le lingala en classe. Mais voilà, quand vous parlez le lingala, une langue qui est vôtre, on vous chicote, on vous dit non, c'est la mauvaise langue, parlez français. Et on prône tout haut dans les écoles, voilà, les deux langues officielles qu'on accepte dans l'école, c'est l'anglais et le français. C'est le début de l'aliénation. Un enfant de 7 ans, vous lui dites... C'est le début de l'aliénation. Mais c'est le début de l'aliénation. Vous apprenez les droits en quelle langue vous-même? Très pertinent, mais tout ça c'est l'aliénation, puisque nous avons les droits, nous Africains. En Égypte antique, nous avons déjà développé le droit. En Afrique précoloniale, nous avions le droit. Vous pensiez vraiment, jusqu'à présent, qu'avant la venue de l'homme blanc, l'Africain ne connaissait pas le droit. Ne connaissait pas le droit. Quand il y avait des problèmes au sein de la société, on allait voir le chef qui allait régler le litige. Ce n'était pas le droit. Mais c'est quoi les droits? Déjà, il y a un principe qui dit ubi societas ibius. Là où il y a la société, il y a le droit. Donc là où les premières sociétés se sont développées, c'est là où le droit est né. Donc en Égypte antique. Mais aujourd'hui, on nous apprend dans l'histoire du droit que voilà, le droit est né à Rome. C'est une supercherie. Alors, j'allais dire Enoch, il n'est plus Enoch. Alors, monsieur Bayoua, dit Mouezolo, vous êtes fier même de passer dans cette émission parler français. Jamais vous avez sollicité passer dans cette émission pour parler par exemple en Kikongo, pour parler en Lingala, toujours en français. Et vous êtes fier, vous en êtes fier. Que je réponde. Oh. Que je réponde. Ça vous bloque ça? Non, ça ne me bloque pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit tantôt que vous et moi, nous avons grandi dans un paradigme qui est occidental. Nous sommes aliénés de par l'habillement, de par le français que nous parlons. Nous sommes aliénés maintenant, tel que nous sommes là, nous avons déjà passé le stade de la programmation. Le stade de la programmation, c'est quoi? C'est de 0 à 7 ans. C'est là que les idéaux d'un enfant se forment, qui fonderont le fondement de sa vie. Mais lorsque vous et moi, nous avons déjà dépassé cette programmation, tout ce que nous pouvons faire, c'est aider la prochaine génération, donc nos enfants, à ne plus être aliénés. Parce que nous le serons à vie. À vie, nous le serons à vie. Parce que quand il y a une œuvre que l'homme blanc va faire, vous allez dire, ah, Mundela Zamayel, hein. Ça a même créé une ipséité. On le dit ça naturellement, sans être étonné. Ah, Mundela, comment j'ai entendu dernièrement, quand un noir, il y a une œuvre qui a été faite par un noir, et un frère congolais qui disait, c'est comme si Moutoumbe Zoba. En fait, c'est l'aliénation. Et nous sommes tous aliénés. Ce que nous pouvons faire, c'est que nos enfants, vos enfants, qui ou heureusement n'ont pas encore dépassé le seuil de la programmation, puissent être africains. Parce que nous ne sommes pas africains. Nous sommes des blancs dans la peau des noirs. C'est la vérité. Voilà, nous allons en tout cas connaître un peu quelques expressions dans nos langues bantoues qui proviennent, ou les expressions des langues occidentales qui proviennent de nos langues bantoues. Il y a des exemples comme ça? Par exemple, je prends une phrase. Voilà, la femme de Mbuta Matombe lui est intime. Donc, c'est-à-dire, vous gardez votre femme dans le cœur. Oui. Vous l'aimez tant. Mais, prenons le terme intime. Dans le terme intime, il y a in et tima. In, intima. Intime veut dire ce qui est caché dans le plus profond, ce qui est dans le cœur. Mais dans le terme intime, il y a tim. En Kikongo, tima veut dire le cœur. Intime veut dire dans le cœur. Pourtant, en latin, in veut dire dans, à l'intérieur de. Maintenant, quand on dit intima, intime, c'est dans le cœur. Donc, c'est-à-dire, pour qu'on crée le mot français intime, il y a une part, Congo, dans ces termes. Et je prends un autre terme, le terme latin, puisque nous établissons un rapprochement entre le latin et le Kikongo. Prenons le terme tamboula. Tamboula veut dire quoi? Tamboula. Allez-y. Vous savez, tamboula veut dire... C'est moi qui pose des questions. Marcher. Tamboula, voilà. Tamboula veut dire marcher. Mais, parce que je vous prends à témoin, puisque vous connaissez le Kikongo. On risque de penser que je suis en train de dire des aberrations, pourtant je suis correct. Tamboula veut dire marcher. Quand nous évinçons le T, il reste amboula. C'est ça? Oui. Alors, amboula en latin veut dire une marche. Lorsque nous ajoutons le marqueur temporel qui crée l'infinitif ré, c'est ambulare. Et ambulare veut dire marcher, se déplacer, et c'est ce qui a créé le terme ambulant
Quand on dit un vendeur ambulant, c'est un vendeur qui vend en se déplaçant. Ce terme-là a une origine, c'est l'origine Congo-Tamboula. Voilà. C'est flagrant. Hein? C'est sérieux. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres comme, là nous sommes dans le latin, j'ai évoqué intime et Tamboula. Je peux prendre un autre, Muntu. Muntu. Muntu veut dire une personne. L'homme. L'homme, voilà. Contredisez-moi si j'ai tort. Muntu veut dire l'homme. Mais alors, Muntu entré en latin deviendra mutus. Mutus qui veut dire réciproque. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir la réciprocité sans la présence des hommes? Pour qu'un respect soit réciproque, il faut qu'il y ait deux personnes. Muntuna, Muntu. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de réciprocité sans la présence préalable des personnes. C'est pourquoi, c'est ce qui explique l'antériorité du terme Muntu vis-à-vis de Mutus, qui veut dire réciproque, et qui créera plus tard mutuel. Le respect doit être mutuel entre nous. Le mutuel là, il y a le préfixe Mutu, qui vient du Kikongo Muntu. Le respect doit être entre les personnes, mutuel. Alors vous vous êtes référé seulement au Kikongo ou à Lingala. Vous êtes allé aussi loin pour voir ou consulter les autres langues africaines telles que les Swahili, où ces langues occidentales peuvent avoir leurs origines des Swahili par exemple. Le terme Kupenda en Swahili veut dire quoi? Je ne sais pas, vous parlez peut-être pas Swahili. Voilà, Kupenda veut dire amour ou aimer. Mina Kupenda, je vous aime. Alors, dans le terme Kupenda, il y a l'écriture consonantique KPD. KPD, parce qu'en Afrique ancienne, à l'ère ancienne, on n'écrivait pas les voyelles, on écrivait les consonnes. Alors, prenons KPD. KPD est l'écriture consonantique de Cupido en latin. KPD qui veut dire amour en Swahili est l'écriture consonantique de Cupido, mais qui malheureusement est utilisée avec un C. CPD. Alors, Cupido veut dire l'amour. Cupidon était le dieu de l'amour à Rome. Vous voyez le rapprochement. Donc, c'est le savoir africain, les langues africaines qui ont constitué les lexiques des langues occidentales. C'est la vérité. Je peux partir en grec, parce que avec la langue grecque, j'étais en latin. Oui. Prenons le terme pneuma. Pneuma en latin veut dire la respiration ou l'âme. L'âme, la respiration. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir pneuma sans pema? Pema. Pema veut dire en même temps la respiration et l'âme. Quand on dit tika pema nayo et kendena kimia. Les pema là d'une manière métaphorique, on ne parle pas de la respiration, mais on parle de l'âme. De la même façon qu'en grec, quand on dit pneuma, ça veut dire la respiration et en même temps l'âme. C'est ce qui a créé le mot français pneumonie. Voilà, on va revenir avec d'autres exemples. Mais ce que nous voulons savoir, et les téléspectateurs qui nous suivent veulent savoir si réellement ce que vous défendez, ce que vous avez écrit, s'il y a des preuves scientifiques, de certains érudits qui ont écrit, qui ont parlé de ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Parce que pour plusieurs, c'est une nouveauté. Déjà, c'est tout ce que je viens de dire constitue une preuve, parce que là, une preuve scientifique est démontrable. Oui, ça passe par la démonstration. Alors, quand j'utilise toute cette démonstration pour vous prouver que voilà l'origine de termes de manière étymologique, c'est déjà un fondement scientifique. Mais je vais rencontrer votre assentiment. Vous aviez dit, est-ce qu'il y a des auteurs qui ont déjà abordé ces sujets? Il y a Melo Nzeitou. Vous connaissez? Il est qui? Oh là là, mais c'est étonnant que vous ne puissiez pas le connaître. Melo Nzeitou est un grand écrivain, c'est un pasteur de l'Angola. Il a écrit un livre, Les sources bantoues du latin. Les sources, les racines plutôt, les racines bantoues du latin. Donc, il prouve dans son livre qu'en fait, le Kikongo tire certaines racines, plutôt, le latin tire certaines racines du Kikongo. Et il établit le fait que le Kikongo est plus ancien que le latin. C'est grave. Le Kikongo, votre langue, est plus ancienne que le latin. Et le latin est devenu une langue morte. Mais le latin est devenu une langue morte. Pourtant, le Kikongo continue jusqu'à aujourd'hui. Le latin est devenu une langue morte. Le Kikongo était parlé en Égypte antique. Le Kikongo était parlé en Égypte antique. Je prends un exemple avant de passer. Moïse, son nom veut dire tirer des eaux. Moïse. L'écriture en hébreu, c'est Moshe.
Mais Moshe ne veut pas dire de l'eau, tirer des eaux. Et l'écriture consonantique de Moïse, c'était MZ ou MS. MS ou MZ. Mais la seule langue dans laquelle l'écriture consonantique MZ veut dire de l'eau, c'est le Kikongo. Maza, Massa. Donc les vrais noms de Moïse, c'était Massa. Maza, qui a été déformé, qui est devenu Moussa. Et Moshe par après. C'est très choquant quand on apprend pour la première fois, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, je lis quelque part ici, vous avez même parlé aussi d'un mot, condoléance. Pertinent. Voilà, le terme condoléance que nous utilisons en français veut dire, voilà, je vous soutiens dans le malheur qui vous est arrivé, vous avez perdu un être cher, je vous dis mes condoléances. Alors, condoléance vient de l'ancien français codolore. Codolore, la douleur, codolore. Mais alors, il y a un ancêtre Congo, Kondolo. Codolore, Kondolo. Kondolo veut dire quoi? La perte d'un être cher. Beto Kondolo Kazi. Nous avons perdu notre oncle Kondolo. Wakondo, il manque. Il est en perte de Kondolo, Beto Kondolo Tata. Mais c'est ce terme Kondolo qui a créé condoléance. Comment on peut avoir vraiment, sérieusement, condoléance sans le préfixe Kondolo? Voilà. Alors, vous insistez même ici, vous écrivez, tout Africain doit lire ces livres. Pourquoi est-ce que vous insistez comme ça? Vous demandez, vous poussez les Africains de lire votre livre. Vous pouvez avoir le soubassement. Pertinent comme question. Vos questions sont très pertinentes, je dois vous en féliciter. Merci. Mbouta Matombe, à l'entrée de cette émission, vous aviez dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour quitter cette aliénation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Puisque nous commençons à chuter, nous commençons à perdre nos valeurs jusqu'à ce que la culture d'autres peuples puisse nous envahir. Et si les choses continuent comme ça, nous allons nous perdre. Si vous êtes aujourd'hui africain, vous vous reconnaissez comme congolais, c'est parce qu'en fait, derrière ça, il y a ce qu'on appelle une culture. C'est la culture qui vous tient. Si vous êtes africain, c'est parce qu'il y a une culture africaine. Vous mangez les foufous, chose que les Européens ne font pas. Vous avez un foyer chez vous, vous avez le louvila, une chose que les Européens ne connaissent pas. Il y a un certain nombre de choses qui constituent votre culture que les Européens n'ont pas, qui créent votre ipséité. Les jours où vous perdrez toutes ces choses, vous serez perdu dans la société. Vous voyez un peu l'importance de la culture. Et vous, qu'est-ce que vous avez évoqué tantôt? La question, c'était encore quoi? Oui, j'ai dit, vous insistez, tout Africain doit lire ces livres. Alors, pour qu'un Africain quitte maintenant cette aliénation, il faut qu'il lise des livres comme ça, qui le rappellent qui il est, qu'il sache quel est le fondement culturel duquel il doit tenir pour l'avenir. Quelqu'un ne peut pas savoir où il va s'il ne sait pas d'où il vient. Mais pour savoir d'où vous venez, quel est votre patrimoine culturel, votre héritage, il faut lire de tels ouvrages. Pour que vous, par exemple, vous puissiez savoir qu'en fait, les langues que nous utilisons chez les Bakongo, le Kikongo, le Lingala, sont des langues géniales, desquelles les Occidentaux tiennent ou ont tenu pour créer leur lexique. Voilà. Je tiens à donner un exemple aussi en Lingala pour vous faire voir la pertinence ou les codes linguistiques, c'est le terme qu'on utilise. Dans la langue, il y a certains codes qu'on met qui véhiculent la science. Vous voyez seulement, voilà, langue qu'on... Mais il y a toute une science derrière la langue. Je prends un terme. Le terme moi. Moi en lingala veut dire le soleil. Mais lorsque nous ajoutons un préfixe beau, moi, c'est la vie. En fait, nos frères de l'Équateur à l'époque voulaient nous faire comprendre que si nous vivons, c'est grâce au soleil. Donc la vie est l'émanation du soleil. Si les hommes vivent aujourd'hui, les plantes, c'est le soleil. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence? Oui. Je prends un deuxième. Baka, en Kikongo, Baka veut dire prendre. Et donner veut dire ou partager. Kaba. On n'a fait que renverser le terme. Donc, tout est contenu dans le mot. On appelle ça des codes linguistiques. Et c'est le génie d'un peuple. En français, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici au Musée national. Et à Kinshasa, donc, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci en tout cas pour les responsables qui nous ont offert ces beaux cadres. Alors, dans votre livre, à plusieurs fois, vous citez Némoin Dansemi.
qu'est-ce que Némo Ndansemi a de valeurs africaines par rapport à nos langues, par exemple, la culture Congo, par rapport surtout à la langue? Vous savez, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des pensées encore africaines, pensées et des penseurs africains, que les gens continuent à se révolter pour rechercher leur authenticité, ça n'a pas été facile. Il fallait premièrement qu'il y ait une certaine Kimpamvita. Il fallait que Kimpamvita fasse des marches, une révolution à l'époque dans le Royaume Congo, afin que les gens gardent encore ce qu'on appelle aujourd'hui la culture Congo, qui malheureusement s'émeurt. Après Kimpamvita, il y a eu un certain Kimbangu. Entre Kimpamvita et Kimbangu, il y a plusieurs personnes, mais il y a un certain Kimbangu. Après Kimbangu, il y a eu Kasavubu, Lumumba, comme des politiques, c'est vrai, mais qui, Mobutu aussi. Certaines personnes ont tendance à évincer Mobutu dans la lutte panafricaine. Pourtant, Mobutu a joué un très grand rôle. Et nous avons eu, au niveau spirituel, Némo Ndansemi. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui aujourd'hui aident l'Afrique à garder encore ses valeurs, sa culture, son authenticité et à vouloir à tous les niveaux remettre de l'ordre culturel. Némo Ndansemi, vous les citez, vous dites, bref, Némo Ndansemi affirme par son œuvre que la tradition juive émane de la tradition Congo. Exactement. Vous l'avez prouvé? Très pertinent ce que vous avez relevé, oh là là. En tout cas, Némo Ndansemi a écrit beaucoup de livres, entre autres, notamment Les Saboteurs, un autre livre, La richesse du Kikongo, Le mystère du Kikongo. Alors, il prouvait que aujourd'hui la culture juive et la culture, c'est la culture Congo. C'est la culture Congo, puisque les peuples juifs de la Bible, quand vous avez appelé, c'est comme ça qu'ils parlent même de Ndansemi, les Hébreux n'ont pas existé. Les Hébreux de la Bible n'ont pas existé. C'est une fiction littéraire. Mais cette histoire a été tirée d'une vérité historique, une vérité des Africains anciens Congo, qui vivaient à Canaan, que vous avez écrit dans la Bible. Alors, tout ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est du mensonge, c'est la contre-vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shlomo Sand, un grand professeur d'université à Tel Aviv, qui a écrit, il est juif, s'il vous plaît, il est juif, je ne vois pas quel intérêt il aurait de dénaturer une histoire de son pays. Il a écrit un livre dans lequel il prouve en fait que toutes les histoires de la Bible sont des histoires fantastiques, des histoires, comment dire, fictionnelles. Donc ça ne relève pas de l'histoire. Ça ne relève pas de l'histoire, voilà, c'est la fiction. Et la vérité, c'est que ces histoires qui ont été véhiculées dans la Bible sont des histoires africaines. Vous le remarquerez même, il y a la culture africaine. On parle dans la Bible d'une culture africaine. Une culture africaine. Et le peuple dont parle la Bible, le peuple des dieux, c'est le peuple Congo. On parle de 12 tribus d'Israël. Mais chez les Bakons, il y a 12 clans. 12 clans. Et on appelle dans la Bible les peuples perdus. Peuples perdus. Et ces deux noms-là ont une corrélation. Dans laquelle? Voilà. Pour comprendre la corrélation des peuples, il faut maintenant rentrer dans notre langue. Dans la langue hébraïque, vous ne la verrez pas parce que ce n'est pas les peuples élus. Les peuples élus, c'est les peuples Congo. La corrélation, c'est laquelle? Louvila. Vila veut dire clan. Non, très bien, ça veut dire perdu et en même temps clan ou peuple. Vous voyez la corrélation? Donc, Louvila est le même terme pour dire perdu, le même terme qu'on utilise pour dire clan. Voilà. Ça nous fait rentrer. Ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous qui venez de suivre cette émission. Nous sommes très reconnaissants parce que à Kinshasa, nous ne pouvons pas, en tout cas, ne pas rencontrer cet homme qui a la connaissance. C'est à vous aussi de juger, fait des recherches, c'est un chercheur. Et je crois que vous avez suivi. Votre mot de la fin, qu'est-ce que nos téléspectateurs qui nous ont suivis peuvent retenir par rapport aux conséquences que nous pouvons avoir sur l'influence occidentale par rapport à nos valeurs africaines, mais aussi vous nous avez parlé de votre ouvrage, Les origines bantoues de langue
occidentales et comment les gens peuvent faire pour en avoir? Une chose très importante qu'il faut relever, c'est la suivante, c'est que pour être guéri d'une maladie, il ne suffit pas de citer le nom du médicament, mais il faut prendre les médicaments. C'est-à-dire quoi? C'est une phrase de Thomas Sankara, il faut que je cite. C'est Thomas Sankara qui a dit ça. Pour guérir d'une maladie, il ne faut pas citer le nom du médicament, il faut le prendre. À longueur de journée, il y a des gens, des panafricanistes, beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à la culture, mais ne pratiquent pas cela. Ils sont contents de suivre, comme vous par exemple, et plusieurs autres personnes. Vous êtes heureux, je suis très heureux quand je vous vois beaucoup vous intéresser à la culture, mais il faut encore quitter seulement l'intérêt que vous avez à la pratique. Parce que pour être guéri, il ne faut pas citer seulement, mais pratiquer cela. Et en pratiquant, la première des choses, par exemple, ce serait d'évincer le nom André. Parlez aux téléspectateurs. Ce serait d'évincer. Non, je parle aux téléspectateurs au travers du journaliste, le grand journaliste André Matombe, qui est à ma dextre. Donc, voilà, c'est ça. Et une dernière chose que je peux dire sur mon livre « Les origines bantoues des langues occidentales », c'est que mon livre est inédit, il n'est pas encore publié. Il sera publié sous peu dans les éditions Mabiki en Belgique et les exemplaires seront disponibles dans toutes les librairies Mabiki. Ah, vous avez pensé au vernissage? Bien sûr, le vernissage éventuellement pourra se faire là-bas en Belgique et aussi ici il y aura des conférences, plusieurs alors au cours desquelles nous allons échanger sur un certain nombre de choses. Voilà, ça n'est fini, en tout cas complètement fini cette émission pour aujourd'hui. Nous avons reçu Koko Bayua Di Vuezolo, panafricaniste, écrivain, chercheur, mais aussi conférencier. Avec lui, nous avons parlé des deux sujets, les conséquences de l'influence occidentale sur les valeurs africaines, mais aussi les origines bantoues des langues occidentales. Que la paix des dieux règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir.